vous écoutez au micro de Caro, mais c'est Wissam Daoudi qui vous accompagne aujourd'hui. On est le 22 octobre 2025. On est au mois d'octobre et on est à 10 jours, 9 jours d'une date que tout le monde connaît, le 31 octobre. C'est une date qui représente un événement ou une tradition, Halloween. Et c'est une tradition de terreur, de légende. Et puis on aime bien des fois avoir peur. Ça fait partie du jeu, ça fait partie de l'attrait commercial qu'a cet événement. Les gens et les enfants adorent ça parce qu'ils ont beaucoup de bonbons, entre parenthèses. Mais j'ai le plaisir d'accueillir pour la chronique au cœur de l'histoire notre cher Jean-Philippe Croteau. Bonjour Jean-Philippe. Bonjour, ça va bien? Ça va bien, bienvenue. Merci beaucoup. Merci. Alors, comme je disais, on est au mois d'octobre et c'est le mois où tu as choisi un thème assez révélateur et assez parlant pour l'occasion. Et on va parler aujourd'hui d'un personnage légendaire, l'un des plus sanguinaire et puis le plus terrifiant de l'histoire des personnages qui font peur. C'est le père des vampires. Il s'agit du comte Dracula. Exactement. Ah, super sujet, j'adore ce sujet. Alors on va commencer, Jean-Philippe, une question assez basique et assez simple. Qui est Dracula? Tout d'abord, on s'en doute peut-être pas, mais c'est un personnage de roman. C'est un roman qui a été créé en 1897 par un auteur britannique qui s'appelle Bram Stoker. Puis instantanément, ça devient un classique de la littérature et ça lance vraiment le roman de l'horreur. Là. Ouais. Donc c'est vraiment un roman pionnier dans l'horreur. Puis on dit que le personnage de littérature, selon les records Guinness, qui a été le plus décrit, c'est Dracula. Et Bram Stoker, c'est lui qui va créer tout le répertoire des vampires. Donc, le vampire qui mord ses victimes, qui suce le sang, qui dort dans un cercueil, qui est immortel. Qui a peur du soleil. Qui a peur de la lumière, qu'on peut faire fuir avec des gousses d'ail, que le seul moyen de le tuer, c'est de lui transpercer un pieu dans le cœur, les chauves-souris, là, tout ce répertoire-là, c'est Bram Stoker qui l'a créé. Magnifique. Et bien sûr, cette histoire n'est pas venue de nulle part. Il y a une histoire de Dracula. C'est quoi l'histoire de Dracula exactement? Donc, essentiellement, c'est une histoire qui est faite en deux parties. C'est un clerc qui travaille dans un bureau de notaire, Jonathan Harker, et son patron lui demande d'aller régler une transaction en Transylvanie. Donc, aujourd'hui, la Transylvanie, c'est la Roumanie. La Roumanie. Et donc, Jonathan Harker va rejoindre son client dans un château qui est lugubre, c'est le comte Dracula. Et donc, très rapidement, il devient prisonnier de cet hôte sanguinaire, mais il réussit à s'enfuir. Et dans la deuxième partie, là, c'est Dracula qui se rend lui-même à Londres. Il voyage dans son cercueil. Et là, la fiancée de Harker, Mina, tombe sous l'emprise de parce Dracula. Il envoûte les femmes. Il va l'envoûter complètement. Et là, Harker, avec un chasseur de vampires, vont réussir à libérer la fiancée de l'emprise de Dracula et le tuer. Donc, il y a vraiment comme deux histoires dans ce roman-là. Et au début, quand tu as parlé de roman ou de livre, donc ça fait partie d'un genre littéraire qui s'appelle le genre gothique. C'est quoi exactement le genre gothique Donc, le genre gothique, on n'en parle plus beaucoup aujourd'hui, mais c'est un peu l'ancêtre du roman fantastique et du roman d'horreur. Donc, les grandes caractéristiques, c'est toujours une atmosphère inquiétante, des décors lugubres. Il y a souvent une intrigue surnaturelle et inexplicable. Et les auteurs de l'époque, donc on est à la fin du 19e siècle, au lieu de créer un monde imaginaire fictif, vont aller puiser leur univers gothique en Europe centrale, en Europe de l'Est. Et donc, pour eux, ils décrivent vraiment les pays d'Europe de l'Est comme des pays mystérieux un peu. Mystérieux, mais il y a un peu de condescendance, c'est un peu arriéré, superstitieux, obscurantiste, donc des pays très folkloriques, attachés à des traditions, comme vous dites, là, mystérieuses, bizarres. Et ça va vraiment
camper le décor. Et quand je dis qu'il y a un peu de condescendance, c'est comme l'Europe de l'Est, c'est le pays des superstitions, mais l'Europe occidentale, c'est le pays de la raison, du savoir scientifique. Donc, quand un Européen de l'Ouest se rend en Europe de l'Est, là, tout peut se passer parce qu'il y a des monstres, il y a des maléfices et ainsi de suite. Oui, c'est un narratif, ce genre de roman, c'est un narratif, le roman de Dracula. Quels sont les éléments qui ont fait construire justement la narrative de ce roman? Ben, ce qui est le génie un peu de Stoker, c'est qu'il va créer vraiment un roman épistolaire. Donc, on a des lettres écrites par différentes personnes, des journaux intimes. On a le point de vue de plusieurs personnages, sauf de Dracula. Donc, ça crée vraiment un sentiment de soudaineté parce que on suit le récit à travers les différents témoignages. Et le roman de Dracula se pourrait se caractériser par une expression transgresser les interdits. Donc, c'est ce qui explique son grand succès à l'époque parce que on est dans la société victorienne très conservatrice, on pourrait dire coincée, et donc il y a un peu de luxure, un peu de sexe qui est rajouté à cette histoire. Il y a tout ça. Il y a bien sûr le sexe, la sexualité débridée, parce que c'est un prédateur. On le considérait comme un prédateur. Absolument, parce que il séduit les femmes et ensuite c'est des jeunes femmes, de très belles femmes, et ensuite il va les mordre à la nuque. La nuque, c'est quand même une zone érotique, tout ça. Et mais il les tue aussi là. Donc il y a comme un avertissement aux femmes de la bonne société victorienne. Il faut conserver vos bonnes mœurs parce que voilà ce qui va vous arriver. Vous arrivez si vous sortez la nuit ou vous allez... Des choses comme ça, oui. Il y a une transgression des interdits religieux parce Surtout qu'il y avait beaucoup d'aristocratie à l'époque, donc il y avait des valeurs à respecter. Voilà, c'est ça, c'est la société victorienne de l'Empire britannique. Donc, c'est extrêmement conservateur. Et quand on rentre dans ce roman-là, on sort des tabous, on sort des conventions très rigides. Même chose avec la figure de Dracula, une figure immortelle. On transgresse les interdits religieux où seul Dieu est immortel. Et finalement, il y a la folie dans les romans gothiques. Les personnages tombent toujours dans la folie, sont possédés par le diable. Mais ça, c'est une transgression de la culture occidentale qui est basée sur la raison, les lumières, la rationalité scientifique. Ouais. Et puis, quand on parle de Dracula, c'est un personnage... On a toujours le doute, est-ce qu'il a vraiment existé? Est-ce que c'est vraiment un personnage inventé? Justement, qu'est-ce qui a inspiré Bram Stoker pour créer ce personnage? D'où il a puisé son inspiration? Il y a deux inspirations principales qui sont véridiques, mais qui ont été complètement transformées, mythifiées dans le fond, là. La première inspiration, ça serait Vlad Tepes, qui était un souverain d'un royaume qui s'appelle la Valachie, qui serait aujourd'hui la Roumanie. D'accord. C'était un grand pourfendeur des Turcs qui avaient envahi son pays, et donc il les faisait empaler au bout d'un pieu. Donc on l'a appelé aussi Vlad l'Empaleur. Voilà, exactement. Mais en fait, on va lui donner le surnom de Dracul, qui en roumain veut dire dragon. Au diable. Et donc, les légendes racontent qu'il prenait ses repas au pied des pieux suspendus avec les victimes qui agonisaient, là. Donc, charmante ambiance. L'autre inspiration, c'est Elisabeth Báthory, qui était une comtesse en Hongrie. Et dans les années 1610, elle est... Donc, il se pourrait que Dracula soit une femme? Une inspiration. Une inspiration. Il se base sur ces récits-là. Et la comtesse Báthory, elle va être accusée d'avoir tourmenté, torturé, abusé sexuellement et tué ses servantes, et paraît-il, elle prenait des bains avec le sang de ses victimes pour retrouver son corps de jeunesse. Et donc, comme c'est une aristocrate et la famille Báthory en Hongrie, c'est une famille renommée, elle a été confinée à son château où elle est morte. Mais encore là, on ne sait pas la réalité, la légende, tout ça, mais Bram Stoker va vraiment puiser
dans ces deux récits-là pour créer son personnage du comte Dracula. Donc, on voit là l'obsession du sang, là, le côté sanguinaire. Ben, il s'inspirait de ces deux personnages-là qui auraient existé, mais lui va vraiment prendre énormément de liberté. Là. OK. Alors, il y a eu le roman, mais ce roman-là a été, on va dire, popularisé avec l'adaptation au cinéma. C'est ça quel fut le grand film sur Dracula pour toi? Il y en a eu 30. On estime qu'il y en a eu 30. Puis là, il y a toutes sortes de dérivés comme des comédies puis tout ça. Mais le plus grand film, c'est Nosferatu de 1922, qui paradoxalement ne porte pas le nom de Dracula, parce que son réalisateur Murnau n'avait pas assez d'argent pour acheter les droits d'auteur, parce que la veuve de Bram Stoker était devenue incroyablement riche avec ce livre-là, donc il fallait payer des droits d'auteur extrêmement onéreux. Donc Murnau va changer le nom des personnages, il va changer l'histoire, donc Dracula, c'est Nosferatu. Il va faire un film qui a été extrêmement innovateur sur le plan de la technique, mais il va avoir rapidement un problème. La veuve Stoker va l'amener en cours pour avoir violé les droits d'auteur. Et le tribunal va forcer Murnau à détruire les copies, mais c'est un rusé. Il va garder des copies et les copies vont circuler dans les années 30 et 40. Et c'est comme ça qu'on a encore accès au film, qui est un chef-d'œuvre. Et l'année dernière, je crois qu'ils ont fait un remake de Nosferatu, qui est honnête, qui est respectable. C'est pas un grand film, mais c'est assez fidèle au premier film. Mais le premier film, Nosferatu 1922, c'est un chef-d'œuvre. D'accord. Et quand t'as parlé au début de Dracula, on a dit qu'il est d'origine de la Valachie, c'est ça? Oui, Valachie. C'est en Roumanie. Exactement. Est-ce que les Roumains, qu'est-ce que pensent les Roumains de Dracula? Est-ce qu'ils s'en ont fiers ou bien ils disent non, il n'a jamais existé? C'est-à-dire, qu'est-ce qu'ils pensent vraiment les Roumains de ce personnage? Vlad Tepes est un héros national. C'est parce que c'était, malgré sa grande cruauté, c'était vu quelqu'un il a combattu les Turcs. Voilà. Donc même il a été reconnu par le pape pour être un croisé, pour quelqu'un qui a combattu les infidèles entre guillemets, le combat de la chrétienté, tout ça. Et donc ils sont très fiers de ce personnage-là, même si c'est une brute sanguinaire. Et le roman de Bram Stoker a comme mis la Roumanie sur la carte, où on connaît assez peu la culture. Et on peut dire que le roumain le plus célèbre, c'est Dracula. C'est Dracula, c'est vrai. Et donc, ils l'ont récupéré, et bon, ça sert à des fins touristiques, patrimoniales, tout ça. Et je crois que peut-être au début, ils ont peut-être pas été très satisfaits du rôle qu'on faisait jouer à leur héros national, mais aujourd'hui, c'est un héros qui... Ils ont récupéré ça. Il permet de faire connaître la Roumanie. Et puis, ça a mis la Roumanie sur la carte, en fait. Exactement. Et puis, il y a beaucoup d'argent à gagner sur le plan touristique, comme tu dis. Est-ce que son château existe toujours, où les gens peuvent le visiter? Oui, moi, je suis allé en Roumanie, puis bon, on fait la... Moi, j'étais en Croatie. Je suis passé par la Croatie, la Hongrie. Mais je voulais vraiment visiter le château de Dracula en Roumanie. J'étais pas loin. Mais bon, j'ai pas fait. Mais c'est ça, il faut aller à Bran. Et c'est un château tout blanc, qui est en marbre blanc, qui est très beau, qui est pas du tout lugubre. Et quand on se promène à l'intérieur, il y a très peu de meubles et c'est très apaisant. Et ça n'a rien à voir avec le personnage de Dracula. D'accord. Mais évidemment, il y a plein de souvenirs qu'on peut acheter sur Dracula. Ouais. Mais c'est un très beau château, en fait. Est-ce qu'il y a le sous-sol? Est-ce qu'on peut aller au sous-sol? Là où, soi-disant, j'ai pas le souvenir, mais on peut visiter les différentes pièces. Et c'est vraiment un musée sur le personnage historique qui est rendu presque moins connu que le personnage littéraire. OK. Et aujourd'hui, qu'est-ce qui reste de Dracula? Parce que avec les nouvelles technologies, on voit que est-ce que ces personnages peuvent toujours exister avec les nouveaux personnages qu'on crée à Hollywood et tout? Ça reste quand même Dracula, ça reste assez fidèle à l'archétype fondé par Bram Stoker. Puis bon, Dracula est omniprésent dans le théâtre, le cinéma, les dessins animés, les figurines. Il est comme son personnage, il est un peu immortel. Et je dirais que, bien sûr, il y a des modifications, il y a des mutations du personnage, mais ça reste quand même c'est surprenant, mais ça reste quand même assez fidèle
à l'origine. Oui, absolument. Je suis complètement d'accord. Ça reste quand même le personnage légendaire que tout le monde connaît. Personne, tu vas demander Dracula, c'est connu, même si les petits, c'est les grands. C'est vraiment un personnage. Est-ce qu'on a un titre qui reflète ça? Est-ce qu'il y a une chanson que tu aimerais qu'on joue pour justement un peu mettre les auditeurs et les auditrices qui nous écoutent sur l'ambiance de Dracula et puis d'Halloween? On est à 10 jours d'Halloween. J'ai choisi la trame sonore du film de Dracula de 1992, qui est sans doute le plus connu, peut-être pas le meilleur. Selon moi, il faudrait qu'on ait la chance d'écouter Nosferatu, mais ça reste quand même une très bonne adaptation du roman. On va écouter ça. Je te remercie infiniment, Jean-Philippe Croteau, pour cette belle chronique aujourd'hui qu'on a eue ensemble sur Vlad l'Empaleur, Dracula, alias Dracula. Merci infiniment. Ça fait plaisir. Merci. On écoute le Dracula, donc la bande originale de 1992. C'est Bram Stoker, Dracula.